Après, il y a un deuxième problème dont on ne parle absolument pas, et là je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus, parce que vous verrez que ça va être une des clés de l'avenir, c'est ce qu'on appelle l'initiative des trois mers. L'initiative des trois mers, c'est une réunion de tous les pays du nord de l'Europe qui dépendaient de l'Union soviétique. Hein. Ça va depuis l'Estonie, enfin depuis les pays baltes, si vous voulez, Lettonie, Estonie, Lituanie, hein, jusque de l'autre côté les Balkans. Et maintenant la Grèce, qui a dit qu'elle voulait en faire partie. Donc la Grèce, elle n'est pas du côté soviétique, mais tous les autres y sont. Ça fait 14 pays. Dans l'Europe, on est 28 actuellement. On sera bientôt 29, mais on est 28. Hein. Sur les 28, on a la moitié, les pays du Nord, se sont associés pour faire l'initiative des trois mers. Et l'objectif déclaré, c'est de faire un contrepoids à la puissance des pays du Sud. Or, les puissances des pays du Sud, comme je viens de vous l'expliquer, entre la France et l'Allemagne, on ne s'entend plus. Vous voyez ? Et quand vous voyez l'Italie avec Mme Meloni, qui est en train de surprendre tout le monde, elle est en train de se créer sa propre image, sa propre politique, qui est différente de celle de l'Allemagne, qui est différente de celle de la France. Alors vous me direz, donc, cette initiative des trois mers, qui a remplacé progressivement ce qu'on appelait avant le groupe de Visegrad, hein, qui était un groupe plus restreint, où vous aviez la Pologne, la Roumanie, la Tchéquie, la Slovaquie, bon, et la Hongrie. Bon, là, on voit c'est beaucoup plus grand, et qu'il y a un pays clé qui est vraiment le leader, c'est la Pologne. Et moi, je voudrais insister un petit peu là-dessus sur la Pologne, parce qu'on a tendance, nous, à prendre les Polonais pour des rigolos. Hein, pays, bon, leurs chefs, leurs politiques sont pas bons. Enfin bref, il y a comme toujours en France un certain mépris pour la Pologne. On oublie simplement une chose, c'est que depuis la création du marché commun, les Américains, qui étaient contre une union, mais qui étaient pour une fédération, ont toujours eu pour souci d'avoir quelqu'un dans la place. Alors, à l'époque, vous savez, avec le président Pompidou, on a fait rentrer les Anglais. Donc, les Anglais étaient le représentant de cette vision dans le cadre de l'Europe. Les Anglais sont partis avec le Brexit, mais qui les a remplacés? La Pologne. Car si vous regardez la politique polonaise, elle est en ligne droite avec la politique américaine. Et pourquoi? C'est là où on est dans l'intelligence économique aussi, hein, parce qu'il faut regarder. Est-ce que vous savez, c'est une question tout à l'heure, hein, on vous posait des questions, je peux vous en poser une. Est-ce que vous savez, après Varsovie, quelle est la deuxième ville la plus peuplée de Pologne en polonais? Cracovie, hein? Non, c'est Chicago. Chicago aux États-Unis. Il y a plus de Polonais à Chicago qu'il n'y en a à Cracovie. Alors évidemment, ça crée des liens. Évidemment. Hein, sur la guerre en Ukraine, mais pour moi, alors je m'excuse si je dis ça, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Pour moi, dans tout ce dont je vous parle, c'est un épiphénomène. C'est une chose qui a été conçue, créée, réalisée, très bien, des deux côtés. On pourra en parler si ça vous intéresse. Mais de toute manière, pour moi, c'est un épiphénomène parce que ce n'est qu'un petit truc conjoncturel, malheureusement là-dedans, un conjoncturel dans lequel il y a des centaines de milliers de morts. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Et de blessés, hein, puisqu'il y a 4 fois plus de blessés que de morts, hein, en moyenne. Je voudrais maintenant regarder un petit peu les États-Unis, parce que je vous ai parlé de l'Europe. L'Europe, elle est avec un grand frère, hein, pour prendre les expressions des banlieues. Le grand frère américain, il a depuis 1945, il a toujours considéré l'Europe comme une vassale, alliée mais vassale. Il ne veut surtout pas d'une Europe trop forte. C'est la raison pour laquelle une Allemagne trop forte leur faisait très peur. À la différence de la France gaulliste, hein, parce que De Gaulle, quand on regarde l'histoire, De Gaulle avait toujours soutenu les Américains quand il y a eu des problèmes. Et nous, d'ailleurs, on a continué, parce que quand vous voyez, par exemple, le 11 septembre, le premier pays qui a dit aux Américains
on va vous aider parce que nous, le terrorisme, on connaît, et qui a été les voir en amenant des informations, c'était les Français. Et ça, les Américains, ils savent très bien. Les Français, ils sont insupportables, ils bougent, ils défendent leurs trucs, ils poussent des cris, ils font des gestes, hein, ils manœuvrent. Mais quand il s'agit vraiment d'être solidaires, les Français le sont. À cette époque-là, les Allemands, ils n'avaient rien dit. Hein, je vous rappelle, hein, sur le 11 septembre, vous pouvez chercher, hein, vous verrez. Ils n'avaient pas bougé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient contre, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils étaient prêts à soutenir l'Amérique. Quand on prend donc les États-Unis, il y a une chose qui est certaine, si vous voulez, c'est que les États-Unis ont un problème énorme à régler, c'est que le FMI, toutes les grandes organisations mondiales le disent, dans les années, alors selon les calculs, selon les coups de frein, les machins, les crises et autres, ça sera entre 2030 et entre 2035 et 2045, mais indiscutablement, l'Amérique perd pied par rapport à la Chine, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On reviendra sur la Chine après. Et derrière, il y a l'Inde qui monte. C'est-à-dire que les Américains, ceux qui font de la réflexion à long terme, savent très bien que l'Amérique ne sera plus le leader absolu, le leader hégémonique ou l'hyperpuissance, comme disait Madeleine Albright, ça ne sera plus le cas dans 20 ou 30 ans. Donc le problème des Américains, c'est comment on survit et on maintient notre système, hein, alors que on perd pied. C'est ça, là. C'est une terrible problématique. Alors Obama, avec Mme Clinton d'ailleurs, hein, Obama, lui, il disait il faut qu'on devienne amis avec les Chinois, enfin une paix armée, si vous voulez, avec les Chinois, hein, et qu'on essaie de piloter quand même en gardant la maîtrise des principaux domaines. Bon, parce qu'on aura toujours la puissance militaire. Trump, lui, quand vous avez vu quand il est arrivé, lui, c'était pas du tout ça. Il a dit, on fait la guerre avec la Chine, très bien, et on va tout faire pour ça, et on va mettre une pression terrible sur la Chine en l'empêchant de bénéficier de plein d'avantages qu'ils ont en venant chez nous. C'est vrai que les Chinois pillaient et pillent toujours, d'ailleurs, les États-Unis comme ils pillent le reste du monde. Hein. Ça, on en viendra à la Chine, on en parlera. Trump, il a dit deux choses. Il a dit d'une part, ça a été ça la réflexion, ça a été les Chinois, comment on peut faire pour les arrêter? Comment on peut faire pour les freiner? Première question. Toujours est-il que les Américains, donc eux, on a deux possibilités dans le futur. Si c'est les démocrates, ils vont continuer à essayer de détruire la Russie. Mais alors là, je reviendrai après parce qu'ils n'y arriveront pas. Maintenant, on sait qu'ils n'y arriveront pas. Et de l'autre côté, si c'est Trump, il va faire la paix à tout prix. C'est clair, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il lâchera ses alliés en race campagne, il fera la paix, et pour pouvoir se consacrer à l'autre côté, qu'est la Chine. Alors j'en arrive à la Chine. La Chine, c'est très intéressant de voir. Là encore, il faut revenir au passé, si vous voulez, parce qu'on n'y fait pas assez référence. On présente Xi Jinping comme le nouveau dictateur, le nouveau Mao et autres. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas exactement la vision qu'ont les Chinois actuellement de Xi Jinping. Hein, il faut aller en Chine pour discuter avec les Chinois et comprendre. En réalité, nous sommes dans la quatrième étape d'un plan qui avait été fait par Deng Xiaoping, qui avait succédé, comme vous savez, à Mao, et qui avait fait le plan de relance de la Chine, hein, où il avait dit, je vous résume, hein, parce qu'il y en a des pages, hein, mais il avait dit, c'était très simple, il avait dit, si on veut s'en sortir, la Chine est très riche, potentiellement parce qu'elle a une population énorme, mais il faut faire monter le niveau de vie des Chinois pour qu'ils consomment et qu'ils achètent, et en plus, comme ça, ils garderont le Parti communiste à la tête du pays. Hein. Et pour faire ça, il faut qu'on produise. Alors, dans un premier temps, on va apprendre, parce qu'on ne sait pas travailler, on va apprendre des Occidentaux comment on fait du produit de bas de gamme. Ça a été la première étape. Hein.
Et bien sûr, tout était exporté par les sociétés occidentales qui étaient venues s'installer en Chine et qui réexportaient leur production, donc ce qui amenait de l'argent à la Chine et du développement. La deuxième étape de Deng Xiaoping, c'était on fait de l'industrie moyenne. Troisième étape, quand on est au point, on fait l'industrie haute technologie. Et quand on est arrivé à l'industrie haute technologie, ça veut dire qu'un certain nombre de Chinois ont un niveau de vie équivalent à l'Europe. Hein. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez ça, mais chaque année, 60 millions, 70 millions de Chinois atteignent le niveau de vie européen. Certes, celui du Portugal, mais enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, vous voyez le marché que ça représente. Et l'idée donc, de Deng Xiaoping, c'était de dire, quand on est arrivé à ce stade-là, on bascule, ça c'était un truc incroyable, on bascule de l'exportation vers le marché intérieur. Parce que nous devons être capables de vivre en autarcie. Entre parenthèses, on retrouve ça chez Trump de l'autre côté, qui vous dit, moi je ne suis pas là pour faire... C'est la doctrine de Monroe, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire américaine. Hein, c'est de dire, moi je ne suis pas là pour faire la guerre partout, à part le chinois parce qu'il m'ennuie. Hein, le reste, ce n'est pas mon problème, que les gens se débrouillent. On peut vivre tout seul aux États-Unis. Et si vous n'y croyez pas, je vais obliger toutes les entreprises américaines à revenir aux États-Unis. Ça c'est la doctrine Trump, hein, et qu'il avait commencé à mettre en œuvre. Les Chinois, c'est exactement la même chose. Xi Jinping, on ne l'a pas compris quand il a dit, l'avant-dernière fois, parce que la dernière fois c'était encore différent, l'avant-dernière fois, quand il a dit notre objectif c'est de développer le marché intérieur, tout le monde s'est mis à rire en disant ça ne marchera jamais. Hein. Et puis il faut dire qu'il a pris le Covid, comme tout le monde, ça a un peu perturbé le système. Mais indiscutablement aujourd'hui, oui, il y a une partie de la population chinoise qui consomme et qui consomme beaucoup. Et ils sont en train, progressivement, de réussir cette bascule du marché extérieur vers le marché intérieur, où les exportations ne deviennent plus la cerise sur le gâteau par rapport à la consommation intérieure. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est ça la clé actuellement des Chinois. D'autant plus que Xi Jinping, dans son dernier discours à la Grande Assemblée, vous avez vu, où il a fait arrêter, où il a fait expulser un de ses prédécesseurs, ce qui est énorme. On voit que c'est des pays quand même pas exactement comme les nôtres. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la population chinoise? Il a fait un discours très intéressant, où il a dit « Je vous rappelle, mon objectif, c'est que nous revenions aux valeurs traditionnelles de la Chine, à la Chine de toujours, à la Chine non confucianiste et autres. » Donc ça veut dire que, si vous voulez, bien sûr, c'est un parti communiste, mais ce n'est pas un parti communiste, c'est chinois. Il y a un mélange de tout. Et Xi Jinping, c'est simplement le nouvel empereur, ce n'est pas autre chose. C'est comme Poutine, c'est le tsar. Alors évidemment, nous, quand on dit « Ah, mais nous, les Français, on est contre ça, parce que nous... » Mais on ne comprend rien. Parce que les Russes, ils n'ont jamais connu autre chose qu'un système avec des tsars communistes ou tsars d'origine Romanov ou autre. Hein. Mais les Chinois, c'est pareil. Ils n'ont jamais connu autre chose qu'un chef qui contrôle tout le monde. Donc c'est ça. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de cet exposé, de cette conférence. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on juge toujours les gens avec nos critères et on a tout faux. Les Chinois, ils vous disent, moi je l'ai entendu en Chine, je connais bien la Chine, hein, mais j'ai souvent été en Chine à une époque troublée, et les Chinois vous disent froidement, mais nous sommes un monument de démocratie. Alors on dit comment? Démocratie, vous rigolez, non? Quand vous voyez ce qui se passe chez vous, vous faites casser les cailloux à vos dirigeants d'entreprise, mais ils disent justement, quand un gars comme Jack Ma, le patron d'Alibaba, critique un système et met en danger la population, les salariés et tout, il peut être milliardaire, nous on lui fait casser les cailloux dans une ferme d'État. Et quand il revient, effectivement, vous avez pu remarquer que Jack Ma a changé complètement son langage. Hein. C'est ce qui va arriver d'ailleurs au patron d'Evergrande, si vous suivez l'immobilier, c'est pour bientôt lui. Hein. Il va bientôt se retrouver à casser les cailloux. C'est vrai que chez nous, c'est inconcevable que les milliardaires puissent aller casser les cailloux. Mais chez eux, ils vous disent, ça c'est une preuve de démocratie, c'est ça l'égalité. Prouvez-moi le contraire. Vous voyez?
Et ils vous ajoutent, par exemple, aussi, ils vous disent, ah ben quand on condamne, quand la justice condamne, là-bas on fusille les gens, hein. Quand la justice condamne, c'est la famille qui paye les balles qui va servir à tuer le condamné. Ça veut dire c'est l'adhésion de la famille à la justice. Alors autant vous dire que quand ils voient les défilés contre l'ordre et la justice en France, les Chinois ils disent ces Français ils sont complètement fous. Je ne fais pas de commentaires, hein, moi c'est pas ça du tout. Hein, pas... Mais je vous dis, voilà, pour vous faire ressentir aussi comment les autres peuvent nous voir, hein, et à certains moments ne pas nous comprendre. Donc les Chinois, ils sont aujourd'hui avec, n'oublions pas une chose, les Chinois d'abord, c'est un pays qui n'est pas un peuple guerrier. Vous pouvez regarder dans l'histoire de la Chine, jamais, depuis des milliers d'années, jamais la Chine n'a envahi un pays étranger, sauf une fois, il y a en 68 ou 69, oui, enfin début des années 70 ou fin des années 60, où ils ont envahi une petite zone au Vietnam parce qu'ils voulaient récupérer une plantation de badiane. Pour ceux qui ne savent pas, la badiane, c'est de l'anis étoilé, c'est ce qui sert à faire le pastis en France. Et comme ils avaient un monopole, les Chinois avaient un monopole, les Vietnamiens qui sont malins avaient voulu faire une usine, une plantation de badiane à côté de la frontière chinoise. Évidemment, les Chinois, ils ont envahi, ils ont détruit la plantation, ils ont tout détruit. Et puis ils ont dit, vous ne recommencez plus. Les Vietnamiens qui sont intelligents ont dit, on a compris, on ne prend plus. C'est la seule guerre qu'ils aient faite. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le Chinois, c'est un commerçant. Traditionnellement, dans l'histoire du monde, ce sont les meilleurs commerçants du monde. Vous pouvez regarder. Partout où ils vont, ils réussissent leur coup. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, la victoire, elle ne se fait pas par la guerre, elle se fait par le commerce. Et donc, il faut bien comprendre ça. Hein, nous, les Occidentaux, on joue aux échecs. Vous savez, le jeu d'échecs, c'est échecs et maths. Hein. On tue le roi, on prend la reine. Le Chinois, il joue au jeu de Go. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go, mais dans le jeu de Go, on ne tue jamais l'adversaire. On l'encercle et on l'oblige à travailler pour vous. Eh bien, c'est toute la philosophie chinoise. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si vous voulez, donc pour eux, le militaire, c'est vraiment un truc d'occidental. Il n'empêche qu'ils sont en train de développer une armée très importante, mais comme je vous l'ai dit, et c'est là où on n'est pas d'accord avec les analyses américaines, on voit que leur investissement dans l'armée, c'est un budget il suit le budget américain, toujours un tiers du budget américain de la défense. Alors pourquoi? S'il y a des militaires dans la salle, ils le savent très bien, il y en a, hein, il y en a, ils le savent très bien, c'est qu'en défensive, on dépense 3 fois moins de moyens qu'en offensive. Donc ils disent, les Américains vont nous attaquer, et nous, on a le budget pour nous permettre de nous défendre. C'est intéressant, ça. C'est vrai que c'est très intéressant, parce que c'est là où on voit, c'est plein de... C'est des choses que vous pouvez vérifier. Ça montre bien qu'il faut changer notre système de pensée. Alors vous me direz, bien sûr, parce que c'est la grande mode aujourd'hui, hein, Taïwan. Ah, Taïwan, alors là, Taïwan. Alors là aussi, je ne sais pas si vous savez, parce que Taïwan, en France, qu'est-ce qu'on nous raconte comme bêtises là-dessus? C'est effrayant. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Taïwan, qui est une île très intéressante, jolie en plus, une île qui est sympa. Enfin, la partie montagneuse est belle. Hein. Le Taïwan, en réalité, Taïwan, en 1945, a été donné par les Nations Unies, la Société des Nations, ce n'était pas encore l'ONU actuelle, a été donné aux Chinois en remerciement pour leur contribution à la guerre contre les Japonais. Avant, ça s'appelait Formose, c'était une île japonaise, enfin, contrôlée par les Japonais. Donc les Chinois, Mao, a reçu l'île, pas Mao, à l'époque, c'était pas Mao, à l'époque, il y avait Chiang Kai-shek, qui représentait, je dirais, les socialistes dictatoriaux, et il y avait Mao qui représentait les communistes dictatoriaux. Donc ils étaient tous les deux en train de se battre. Mais c'était la grande Chine. Et donc, on leur a donné Taïwan. Quand Mao a gagné contre Chiang Kai-shek, et Chiang Kai-shek s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus tenir sur le territoire, sur le continent chinois, Chiang Kai-shek a dit, mais il y a un truc, on vient de nous donner... c'était en 47-48, il a dit, on vient de nous donner Taïwan, nous,
les troupes de Chiang Kai-shek, on va envahir Taïwan et puis on va s'installer là. Et comme ça, au moins, on sera protégé par rapport à la Chine continentale. C'est ce qu'ils ont fait en commettant un génocide, hein, parce qu'ils ont massacré toutes les populations locales. Ça, les Chinois, c'est quand même pas des tendres de ce côté-là. Hein. Donc, ils ont massacré les populations où ils se sont installés, et Taïwan est devenu le lieu où Chiang Kai-shek a régné en maître pendant près de 15-20 ans, hein, avant que ses successeurs arrivent, et dans laquelle ils ont développé, comme vous savez, une économie extraordinaire. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est que pendant toute la période de 1947 jusqu'à 1965 à peu près, la terreur des Chinois continentaux, c'était que les Taïwanais envahissent la Chine. Depuis Taïwan, tentent de reprendre le pouvoir en Chine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, à l'époque, ils ont construit tout un système de défense contre un débarquement maritime venu de Taïwan. Toute la stratégie militaire chinoise, c'était la défense contre une attaque de Taïwan. Vous voyez qu'on est loin de... Quand ensuite, évidemment, après, c'est retombé parce que la Chine est devenue beaucoup plus puissante, Taïwan s'est mis à faire beaucoup de commerce, et les industriels de Taïwan, qui voyaient la différence de coût de la vie entre Taïwan et la Chine, ont mis leurs usines en Chine, ce qu'on ne dit pas aujourd'hui. La plupart des industries de Taïwan ont leurs usines de l'autre côté du détroit, hein, dans le Fujian, qui est en face. Hein, c'est là où ils ont leurs usines. Donc il y a des liens extrêmement forts entre les deux parties. Actuellement, à Taïwan, vous avez deux partis politiques, c'est tout. Il y a un parti qui est le Kuomintang, celui de Chiang Kai-shek, donc qui dit, et pour cause, nous sommes la Chine au même titre que les autres, on est différents, mais on est la Chine, donc autonome, mais on n'est pas séparé de la Chine. Et un autre parti qui, lui, est pro-occidental, pro-américain, actuellement au pouvoir, hein, et qui dit, attention, il ne faut pas qu'on nous fasse un mauvais coup. Hein, attention, danger, parce que les Chinois, ils sont menaçants. Ce qui est intéressant, juste pour votre... Mais regardez bien, parce que l'élection de Taïwan, c'est l'année prochaine, en début d'année. Hein. L'élection du président de la République taïwanaise. Actuellement, la présidente, elle est pro-américaine, c'est clair, pro-américain. Cette année, en début de cette année, il y a eu les élections municipales dans toutes les villes de Taïwan. Le parti pro-occidental a perdu toutes les mairies sauf une. Et la capitale a basculé. C'est-à-dire que le Kuomintang, aujourd'hui, est en pointe au niveau de Taïwan. Donc il y a de grandes chances, on ne peut jamais savoir, avec une élection, on ne peut jamais savoir à l'avance, mais il y a de grandes chances à ce que ce soit un membre du Kuomintang qui revienne, comme ils étaient avant, hein, parce que la présidente, elle a fait 2 mandats, mais avant, c'était le Kuomintang. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est très intéressant. C'est là des choses qu'on ne regarde pas, mais pourtant il faut prendre. C'est vraiment intéressant. C'est que les Chinois, eux, ils voient les Américains qui s'agitent à travers le parti en pouvoir, et ils disent oui, on va défendre Taïwan et vous allez voir ce que vous allez voir. Les autres font des manifestations de force avec leurs avions et tout pour dire attention. Mais en réalité, quand vous regardez le dessous des cartes, comme on dit, quand il y a eu les élections des maires, de tous les maires sauf un élu, qui étaient tous du Kuomintang, le numéro 2 du Kuomintang est parti à Pékin, juste après l'élection, en leur disant « Vous avez vu qu'on va gagner l'élection présidentielle, donc il faut arrêter de mettre la pression sur Taïwan, faites un geste. » Et les Chinois ont rouvert toutes les liaisons aériennes entre Taïwan et le Fujian, où sont les usines de Taïwanais. Vous voyez, pour vous dire que ce qu'on voit ici, je regrette toujours, moi, c'est que quand on voit les déclarations des uns ou des autres, les gens ne regardent pas ce qui se passe derrière, parce qu'ils comprendraient beaucoup mieux un certain nombre de choses. Donc, tout ça pour vous dire donc, que Taïwan, en plus, si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, jamais les Américains ne taperont sur Taïwan ou ne bombarderont Taïwan pour une raison très simple, c'est qu'ils ont besoin des puces. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des gesticulations politiques. Vous voyez? Et moi, je suis en train de vous montrer comment ça se passe.
En dehors de Taïwan, il est clair que nous avons aujourd'hui le problème militaire, si vous voulez, sur le plan alors, en dehors de l'histoire de Taïwan, que j'espère maintenant que c'est clair, vous avez un problème, c'est que régulièrement, il y a des tensions, parce que la mer de Chine, qui longe, si vous voulez, la Chine, au côté sud, la mer de Chine, les Chinois considèrent, ou essaient d'affirmer que c'est à eux. C'est à eux en utilisant Montego Bay, les accords de Montego Bay, les accords sur le passage dans les zones territoriales, les zones extraterritoriales, mais à plateau continental. Enfin, il y a quantité, je ne veux pas entrer dans les détails, mais donc ils essaient de récupérer tout ça. Et ils ont mis des bases sur certaines îles. De l'autre côté, les Américains, eux, ils essaient absolument de garder le passage, et nous, les Français aussi d'ailleurs. On a fait récemment passer une corvette pour montrer qu'on était là et qu'on existait. En réalité, derrière tout ça, la véritable histoire, c'est le problème des sous-marins atomiques chinois. Parce que pour le moment, les sous-marins atomiques chinois, avec leurs missiles, ne peuvent pas toucher New York et Washington. Donc il faut qu'ils aillent en mer, au large, dans le Pacifique, qui se rapprochent un peu de la côte américaine. Et donc pour ça, il faut qu'ils sortent de leur base, qui est dans le sud, dans une île à Hainan. Il faut qu'ils sortent de la base. Et nous sommes dans une zone où la profondeur de l'eau est de 200 mètres, sur pratiquement 300 km. C'est-à-dire que pendant cette période où ils sont à moins de 200 mètres sous l'eau, ils peuvent être tirés comme des lapins par les sous-marins de l'autre bord, sous-marins américains. C'est pour ça que... Alors les sous-marins américains, eux, ils veulent bien sûr aller là-bas, se poser sur le sol et attendre pour tirer les autres. Et les Chinois, ils ne veulent pas les voir là. Dans toutes les histoires de la mer, dans ce coin-là, c'est là-dessus. J'ajouterais, mais c'est juste un détail, c'est comme vous avez tous suivi l'affaire des sous-marins australiens, nos sous-marins Scorpène sont fantastiques, mais ils ne pouvaient pas, depuis l'Australie, venir dans la mer de Chine, se poser au fond et attendre que les autres sortent pour les tirer en cas de guerre. C'est pour ça qu'il faut des sous-marins atomiques qui, eux, peuvent rester beaucoup plus profondément, beaucoup plus longtemps au fond. Et comme nous avions pris l'engagement avec les autres que jamais on aurait de sous-marins atomiques, c'est là où les Américains nous ont piégés en rompant un accord international de ne pas fournir de sous-marins atomiques, et ils en ont donné aux Australiens. C'est ça l'histoire de l'Australie. C'est pour des raisons stratégiques et tactiques. Alors, vous me direz, on aurait pu le voir, mais ça, c'est autre chose. Alors, je vous parlais de la Chine. La Chine, sur le plan économique, va pas si mal que ça. Elle a des problèmes, bien sûr qu'elle a des problèmes. Mais ne nous trompons pas, elle a un taux de développement. Son PIB cette année va être supérieur à celui de tous les pays d'Europe et supérieur à celui des Américains. Donc quand on dit « elle va mal », il faudra qu'on m'explique comment elle va mal.